reparti pour la séquence, la grande séquence numéro 2 de cette 17e journée CCR, comment mieux accompagner les entreprises. Et on va faire une petite séquence d'introduction sur comment s'adapter et se transformer pour mieux accompagner les entreprises en compagnie de Maya Attig, la directrice générale de la FBF, la Fédération bancaire française. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Maya Attig, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. cet après-midi pour ce quelques minutes d'échange sur le rôle des banques, évidemment, dans le financement de la transition écologique. Il y a quelques jours, vous avez présenté un certain nombre de chiffres qui présentent tout ce que fait l'univers bancaire en matière de financement de la transition écologique. On va regarder quels sont les principaux. Absolument. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation dans ce lieu que je découvre. Je pensais connaître tous les centimètres carrés de Paris, mais ce n'est pas le cas. Donc, merci à la CCR et bravo pour tout ce que vous faites et à cette communauté de l'assurance de toujours faire progresser à la fois la connaissance et les couvertures. Et si je fais le parallèle avec le monde bancaire, qui est vu par beaucoup de l'extérieur comme la même famille, hein, c'est le monde de l'argent dont on espère qu'il est bien géré. Donc dans l'assurance, il l'est, dans la banque également. Notre rôle, c'est également, au fond, de couvrir et de conseiller. Hein. C'est-à-dire de transférer l'épargne, les dépôts, mais aussi les dépôts à plus long terme et les titres, qu'ils soient dans le bilan ou pas, d'en faire ce qui permet aux entreprises, puisque c'est le titre de ce moment qu'on passe ensemble, mais aussi aux ménages, finalement de financer des projets pour lesquels ils n'ont pas l'argent à l'instant T. Donc c'est assez basique, hein, c'est de financer cet avenir, et cet avenir aujourd'hui, c'est un avenir plus décarboné, hein, plus adapté au changement climatique. Et pour cela, il y a également besoin d'une deuxième fonction de la banque, après le transfert de l'épargne vers l'avenir, c'est le conseil aux clients. Et nos chiffres, je vous remercie de nous avoir proposé de les présenter, qui sont disponibles sur notre site internet fbf.fr et sur tous les outils associés. Ces chiffres recensent ce que font les banques françaises en matière de financement de la transition. Alors, je vais vous en donner quelques-uns sans vous assommer. Si je devais résumer le sens de ces chiffres, c'est que les banques françaises gardent le cap. Voilà. Donc il peut y avoir des débats internationaux, géopolitiques ou autres, voire idéologiques, sur le changement climatique. Il y a une réalité qui est que les financements continuent et continuent à croître. Donc dans le bilan des banques françaises, on calcule le montant des crédits verts et durables avec une méthodologie harmonisée, pas parfaitement harmonisée hein, entre les établissements, mais assez proches les uns des autres. Et c'est aujourd'hui 510 milliards d'euros en 2025, 510. C'est une hausse forte depuis l'année d'avant, donc où c'était 471 milliards d'euros, et c'était inférieur à 400 milliards d'euros en 2023. Donc on a une croissance forte, ça correspond à entre 15 et 20% du bilan des banques, qui est qualifiable de vraiment vert et durable. Hein, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir des crédits qu'on accorde à un client ou à un autre, un crédit pour des travaux ou autre, simplement on ne le mesure pas comme vert ou durable, alors que peut-être il a servi à cela. Voilà. Et s'agissant des énergies renouvelables, qui est évidemment un enjeu majeur, aujourd'hui on a 102 milliards d'euros de financement des énergies renouvelables par les banques françaises, qui font 4 d'entre elles sont dans le top 10 mondial. C'est un doublement en 3 ans. Voilà. Ce qui veut dire, en fait, si on reprend les chiffres, hein, je les avais évidemment trouvés dans le communiqué aussi, c'est 1 euro consacré à la production d'énergie fossile. En rapport, on a 3,4 euros d'engagement sur les renouvelables. Donc c'est vraiment là-dessus que vous gardez le cap. Il y a aussi le sujet des obligations vertes et durables. Là aussi, oui. Il y a un financement très important. Voilà. Un accompagnement d'ailleurs plutôt. Alors effectivement, et ça fait le lien finalement avec la connexion qu'on peut avoir avec tous ceux qui s'intéressent au changement climatique par les données, comme des données que la CCR fournit et d'autres, bien entendu, dans chacune des maisons, il y a beaucoup de données là-dessus, parce que ces obligations vertes et durables, il y a plus de 100 milliards, 103 milliards d'euros qui ont été structurés en 2025. Là encore, 4 banques françaises dans le top 12 mondial. Je précise que pour tout ce qui est financement des énergies fossiles ou des acteurs du pétrole et du gaz, là, on est très très loin du top 20 mondial. Hein. Donc il y a des domaines dans lesquels on dégringole dans les classements parce que l'accent est mis davantage sur d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun financement d'énergie fossile ou de véhicules thermiques, mais ce sont des financements en forte diminution.
Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'une obligation verte et durable, ceux d'entre vous qui investissent le savent, ça répond à un cahier des charges précis, il faut collecter des données, il faut pouvoir attester vraiment mot à mot qu'on a investi dans une obligation verte et durable. C'est le cas également d'ailleurs pour les obligations d'État vertes et durables pour lesquelles la France est l'un des plus gros émetteurs de référence. Donc notre dette également est qualifiable de verte et durable avec des critères précis et des données précises. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus difficilement accompagnables dans la décarbonation ou pas, dans l'accompagnement que vous pouvez avoir ou dans les crédits? Alors, je dirais que ce qui est l'enjeu de la période actuelle, c'est plutôt, finalement, il y a quelque chose qui se voit et qui se sait très vite. Je parlais voilà, à midi dans un cadre privé avec une personne de notre équipe qui a eu beaucoup de difficultés à vendre un pavillon en toute proche région parisienne. Toute proche région parisienne. Parce que ce sont ces quartiers pavillonnaires dont moi je pensais qu'ils étaient bancables, en tout cas investissables pour très longtemps parce qu'ils sont situés dans des zones extrêmement dynamiques. Mais l'enjeu du montant des travaux à réaliser, de l'incertitude sur la qualité de ces travaux par rapport à la fois au changement climatique et à l'adaptation climatique à faire, hein, donc est-ce que ça va émettre peu et est-ce que c'est adapté au changement climatique? Eh bien, ces enjeux-là sont aujourd'hui peu compréhensibles au niveau de chaque ménage. Résultat, ça gèle des décisions. Donc en fait, ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas de problème de capacité de financement je donne cet exemple-là, qui n'est pas anecdotique, parce que pour le coup, on parle vraiment de biens qui, par ailleurs, ont un énorme, je dirais, potentiel économique, enfin en tout cas sont dans des zones extrêmement importantes, mais la dimension climatique du risque dissuade à la fois les acheteurs, et quand bien même on trouverait des acheteurs, ils ne trouveraient pas forcément leur financement, ou en tout cas, ils devraient emprunter un montant beaucoup plus élevé, ce qui poserait des questions de solvabilité. Donc en réalité, la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas tant la capacité financière elle-même que ce qu'ont besoin de faire les banques, c'est-à-dire de bien comprendre les projets, pouvoir en évaluer les risques, hein, quelles sont les données qu'on utilise pour évaluer ces risques, et puis donner le bon conseil. On a fait, là, ce n'était pas une étude dans le dur, mais un sondage. On fait depuis quelques années avec l'Association des sociétés financières un sondage sur la rénovation énergétique des logements. Et en fait, il y a un élément, là encore, qu'on avait totalement sous-estimé, qui est que les clients s'attendent, pour une partie d'entre eux, hein, entre 20 et 30% d'entre eux, à ce que leur banquier les oriente également vers une personne qui saura évaluer la valeur énergétique du bien, pas seulement le DPE, hein, mais aussi les travaux à faire, qui pourra elle-même faire les travaux, etc. Donc on attend à la fois du banquier qu'il puisse vous conseiller sur d'autres aspects, pas qu'il soit lui-même spécialiste du climat, mais qu'il puisse vous orienter vers les bonnes sources et les bonnes personnes. Et à l'inverse, on attend aussi de ceux qui font des travaux qu'ils vous recommandent tel ou tel établissement. Donc je crois que finalement, se dire qu'on doit être collectif avec des données, des informations, des trajectoires, des référentiels de travaux, de normes techniques ou pas, qui sont mieux connus, partagés entre des professions extrêmement différentes et qu'on sait s'orienter les uns vers les autres, je dirais que c'est un enjeu plus important que l'enjeu financier, parce qu'au fond, on a la chance d'avoir un secteur de l'assurance solide et un secteur bancaire solide. C'est une chance pour notre pays d'avoir de tels secteurs très forts avec des centres de décision en France. On n'a pas besoin d'attendre le fuseau horaire d'à côté ou d'attendre que le patron se réveille à New York ou à Hong Kong. Et donc, on a la chance de pouvoir prendre ces décisions ici. Donc, l'argent est là. Par contre, le mobiliser de manière, je dirais, intelligente, avec du bon conseil et une bonne gestion du risque, c'est vraiment là-dessus qu'on se retrouve. Là, ce que vous expliquez, c'est évidemment l'accompagnement que vous faites auprès des particuliers. On est dans une séquence pour accompagner le monde de l'entreprise. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment que les banques conditionnent, alors j'ai envie de dire de manière incitative et non pas coercitive, leurs prêts aux entreprises? En gros, ce serait de dire, je vous finance tel investissement, si de votre côté, vous-même, vous investissez dans l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer ou pas? Alors, en réalité, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne presque déjà comme ça, puisque en pratique, une entreprise aujourd'hui qui va voir son banquier et qui lui dit
vous occupez pas de la question climatique. D'abord, c'est pas votre travail, et puis ensuite, je sais pas, enfin, l'argent, je l'aurai, ma rentabilité, je l'aurai. En fait, c'est un client qui, d'une certaine manière, se disqualifie. L'enjeu de son adaptation, les dépenses qu'il aura à faire, les investissements qu'il aura à faire pour diminuer sa facture énergétique et pour faire face aux enjeux de l'adaptation, ça fait partie de son plan d'investissement. Donc, la conditionnalité, entre guillemets, de manière binaire, c'est-à-dire si j'ai pas un super plan hyper précis, etc. Je ne pense pas que ça existe en tant que tel, mais le fait que l'entreprise ait un intérêt et une structure, une réflexion, qu'elle sache ce qu'il y a à faire pour à la fois, encore une fois, émettre moins et s'adapter mieux au climat et aux enjeux de biodiversité, eh bien, évidemment, aujourd'hui, c'est ce qui différencie les bons clients des autres. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est quand même que l'immense majorité des clients sont de bons clients. Et ceux qui ne s'intéressent pas à ces questions-là, ils sont en recherche de ressources, que ce soit chez leurs banquiers ou d'autres. On a énormément recruté dans les banques des conseillers qui peuvent parler de ces questions. Alors, pour les plus grandes entreprises, ils sont plus experts, on peut accéder à des pools de connaissances au sein de la banque qui peuvent aider des clients dans certains secteurs. Pour les petites entreprises, c'est un peu plus complexe, mais par ailleurs, il y a évidemment d'autres offres. Il y a les chambres de commerce qui peuvent proposer du soutien pour bien comprendre. Il y a les fédérations professionnelles sectorielles. J'ai eu l'occasion d'aller régulièrement à Bercy dans des réunions sur l'adaptation. Et on est vraiment frappé de voir les plans d'adaptation climatique sectoriels dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la chimie. Enfin, c'est très structuré. Ensuite, il faut que ça devienne une réalité, mais en tout cas, la base de connaissances existe. Et donc, les entreprises, celles qui seraient disqualifiées, évidemment, au fond, elles savent où aller, elles devraient savoir où aller. Merci beaucoup, Maya Attic, d'avoir été. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente suite. Merci beaucoup pour cette introduction. Et merci d'avoir été présente avec nous, on le sait, dans un agenda qui est très, très chargé. On va maintenant ouvrir une séquence de table ronde, comment s'adapter et se transformer pour mieux accompagner les entreprises. Et pour cela, on accueille Nicolas Baudussot, Sandrine Berthet, Franck Levallois et Marc Begri. Merci de les accueillir tous les quatre, s'il vous plaît. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Juste à mes côtés, Nicolas Baudussot, directeur du département Conseil, Prévention et Risques émergents chez CCR. Bonjour Nicolas. Bonjour. À vos côtés, Sandrine Berthet, déléguée à la transition écologique de la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Bonjour. À vos côtés, Franck Levallois, directeur général de MMA. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Marc Begri, directeur du programme indicateur climat à la Banque de France. Bonjour. On a évoqué les enjeux d'assurabilité des territoires, on a parlé de ceux des particuliers également dans la séquence précédente. On va maintenant s'intéresser à un autre acteur essentiel de notre économie, c'est les entreprises, car elles sont aujourd'hui, on va le voir, au cœur et en première ligne de ces sujets d'adaptation au changement climatique. Elles en prennent conscience qu'elle n'est plus seulement un enjeu environnemental ou réglementaire, mais que c'est bien un risque économique, opérationnel et stratégique. Maya Attic en disait quelques mots il y a quelques instants. Alors, comment évaluer sa vulnérabilité? Comment anticiper les risques physiques et leurs conséquences sur l'activité? Comment protéger les chaînes de valeur, les sites de production ou les infrastructures critiques? Comment être accompagné dans cette nécessaire adaptation? Pour répondre à ces questions, nous avons donc nos 4 intervenants. Et pour ouvrir les échanges, je vais commencer avec vous, Nicolas Baudussot, avec la question suivante. Vous qui avez une grande connaissance finalement des impacts du changement climatique, quels sont ceux qui aujourd'hui principalement touchent les entreprises et pas simplement que dans l'actualité de la semaine où il va faire très chaud? Oui, effectivement, on va tous vivre une semaine un peu particulière et la canicule, c'est un des phénomènes effectivement qui impacte les entreprises de manière croissante et en particulier le secteur du tourisme, le secteur agriculture, le secteur du bâtiment, enfin beaucoup de secteurs sont touchés de manière récurrente et ça fait partie du spectre de ce qui est aujourd'hui pas ou peu couvert, notamment par des systèmes assurantiels. Si je reviens maintenant sur les impacts du changement climatique et ce à quoi on peut penser, alors surtout quand on est à la CCR, parce qu'on est un petit peu focus sur notre régime, et on parle bien sûr des événements extrêmes qui secouent les entreprises depuis maintenant 40 ans que le régime existe. En moyenne, sur les 10 dernières années, pour donner un ordre de grandeur, c'est 500 millions d'euros de dommages subis par les entreprises. C'est le double de la décennie d'avant.
pour donner aussi une idée de la tendance. Et puis c'est pour moitié en gros du risque d'inondation avec une forte volatilité, c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, c'est 500 millions en moyenne, mais ça a été 100 millions d'euros une année, et puis 1,8 milliard en 2017 avec le cyclone Irma qui avait touché, rappelez-vous, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et tout cela dans 2 décennies précédentes sur lesquelles le territoire français a globalement été épargné par des événements qui auraient pu être encore plus catastrophiques. Je pense par exemple à des grandes inondations sur l'un des bassins versants français. On parle souvent de la Seine, mais je peux vous parler de la Loire également, ou de la Garonne ou du Rhône, où ça se compterait en milliards d'euros, effectivement, qui impacteraient les entreprises. Associé à cela, on a évidemment des tendances, enfin des évolutions qu'on peut modéliser et qui, selon les modèles, notamment CCR, sont des augmentations de 40 à 60% à l'horizon 2050 qui se profilent. Et donc des entreprises qui sont forcément impactées sur ce périmètre du régime CatNat, mais au-delà, effectivement, il faut bien en parler également, c'est important, sur le marché privé pur, si j'ose dire. Les tempêtes et la grêle, en particulier la grêle de 2022, a été très impactante, ça a été 5 milliards d'euros de dommages, avec là encore des dommages très importants pour les entreprises, même si ça n'a pas été sans doute le secteur le plus touché. Enfin, je terminerai par d'autres impacts qui sont un peu plus fuyants, un peu plus diffus, mais qui pour autant vont finir par impacter certainement de manière un peu significative les entreprises. Ce sont les feux de forêt, dont on a vu dans les années passées des feux très importants à Gonfaron notamment, ou dans les Landes. Et puis la sécheresse au sens du manque d'eau, sécheresse estivale qui commence à être un peu problématique, notamment pour, encore une fois, l'agriculture et le tourisme, mais aussi pour toutes les entreprises. Donc toutes les entreprises subissent peu ou prou les effets du changement climatique et ont fort à faire pour s'y adapter. Alors on va parler d'adaptation. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour une entreprise aujourd'hui de s'adapter au changement climatique? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, ça dépend un peu d'abord de leurs moyens et de leurs intérêts. Leurs moyens, c'est évidemment souvent leur taille. Alors, leur taille, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'elles sont capables d'embaucher, de se structurer, de se former, d'avoir une équipe, d'avoir un risque manager qui va être en capacité de traiter la question. C'est loin d'être le cas de toutes les entreprises. Et c'est d'autant plus important que aujourd'hui, les aides publiques à l'adaptation, elles ne sont pas quand même pour les entreprises. Je parle, elles ne sont pas légion, elles sont un peu fragmentées. Il y en a un bout dans le fonds Barnier, un bout dans le fonds vert. Il y en a un bout par-ci, un bout par-là, mais c'est pas très clair. Et donc la question des moyens, elle est assez centrale. Et puis ça dépend aussi du coup de l'intérêt de ces entreprises et donc de la capacité qu'elles vont avoir à calculer un ratio coût-bénéfice d'un investissement qu'il faut faire pour s'adapter. Alors parfois, c'est pas de l'investissement en dur, ça peut être de l'organisation, il y a des spécialistes de ça dans la salle, mais il y a cet intérêt de qu'est-ce que je gagne par rapport à ce que ce que ça me coûte. Et dans cette équation, il y a bien sûr l'assureur qui est là, mais je laisserai parler bien sûr, évidemment, et les banques qui sont là aussi de plus en plus. Et l'intérêt d'une entreprise, ça peut être de répondre à l'aimable pression du secteur financier avec lequel elle travaille au quotidien, même si c'est de l'accompagnement, c'est de l'incitation, mais il y a quand même quelque chose autour de ça. Une fois qu'on a dit ça, que l'entreprise a l'intérêt et les moyens d'agir, il faut encore qu'il y ait la base. Et la base, c'est quoi? C'est d'avoir une information qui soit claire, qui soit accessible, qui ne soit pas fragmentaire et qui soit surtout compréhensible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, on a un petit déficit sur un certain nombre d'aléas, et d'ailleurs on se réjouit que l'État ait annoncé hier la sortie d'une cartographie nationale des inondations en particulier, qu'on appelait de nos voeux depuis un certain temps, et donc ça c'est une très bonne chose. Faite par le CEREMA, c'est celle-là? Alors oui, qui est faite par le CEREMA et par les services de l'État, consolidée par les services de l'État, et c'est une très bonne chose qui est cette carte qui arrive, mais c'est une brique et il faudra effectivement que tous les aléas puissent être représentés pour avoir une information, encore une fois, qui soit accessible partout. Aujourd'hui, chacun un peu fait son outil qui permet de savoir, en tapant son adresse, est-ce que je suis exposé ou pas. Il y a besoin d'aller vers un peu de convergence autour de tout ça, ça me paraît assez essentiel.
Et puis une fois qu'on a cette information, il faut encore soit le faire soi-même, soit être accompagné pour diagnostiquer la vulnérabilité de ces équipements, de ces stocks, de ces personnels, des flux entrants, sortants, faire des plans derrière. Enfin, c'est tout un travail, la prévention, et c'est beaucoup d'expertise derrière. Et donc c'est de se structurer ou d'être accompagné par des fédérations de professionnels, on en parlait, par son assureur, par son banquier, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Il y a tout à construire, pour être honnête, on se dit ensemble que tout... Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des entreprises déjà, mais il y a encore, en réalité, beaucoup de choses à construire. Voilà, on verra dans une prochaine séquence d'ailleurs d'autres outils qui viendront en complément, notamment de la carte que vous évoquiez, celle du CEREMA. Sandrine Berthet, à la Direction Générale des Entreprises, évidemment, vous posez toutes ces questions, vous réfléchissez à tous ces sujets. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que peut faire une entreprise pour renforcer sa résilience par rapport au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique? Alors, ce n'est pas qu'un détail sémantique. Nous, on préfère parler d'adaptation avec l'ADEME, puisque la résilience, c'est vous revenez à l'état initial. Et là, on sait que le climat, il évolue. Donc, on ne reviendra pas à un état initial. Si on veut pérenniser son activité, c'est vraiment de l'adaptation qu'on parle. Et du coup, par rapport à votre question, c'est un impact. Il y a un aspect individuel et collectif. L'aspect individuel, Nicolas a commencé à en parler. Les diagnostics. Et c'est des démarches que les entreprises connaissent bien. Alors, je viens du monde industriel avant d'être fonctionnaire. On a toujours fait ça, sauf qu'avant, on améliorait le coût, la qualité, les délais. Et maintenant, c'est cet aspect-là. Donc, d'un côté, c'est assez classique d'analyser ces risques et puis derrière de faire un plan d'adaptation. Et c'est un aspect très individuel. Conditions de travail, installation, chaîne de valeur également. Mais il y a aussi tout un aspect qui, lui, est très nouveau. Je pense qu'on en parlera après. C'est qu'une fois qu'on a la différence avec d'habitude, sur les plans d'amélioration habituels, c'est que quand on en arrive à avoir un plan, il faut le financiariser. Il faut traduire ces actions possibles en rentabilité. Et c'est là qu'un problème se pose. Mais on y reviendra. Voilà, on reviendra tout à fait sur la question du financement. Il y a un deuxième aspect, ça c'est l'aspect individuel. Mais une entreprise, si elle s'adapte uniquement individuellement, ça ne se fera pas. Il y a aussi un aspect collectif qui est très important. On a coutume de dire... comme la Banque des Territoires, j'ai vu Laurence ici, je pense que voilà, vous en avez parlé tout à l'heure, une entreprise, elle s'adapte au sein d'un territoire donné. Elle ne s'adapte pas seule. Au sein du territoire où elle est implantée et où vivent les gens qui viennent travailler chez elle, il faut qu'ils puissent y arriver. Elle s'adapte aussi par rapport aux autres entreprises du même territoire, parce qu'on peut faire ensemble de la co-adaptation ou de la maladaptation. Et elle s'adapte aussi par rapport à leur chaîne de valeur et aux infrastructures. Et c'est sur cet aspect-là qu'on travaille le plus à la DGE, sur l'aspect entre collectivités, entreprises et filières, avec notamment, ça a été évoqué juste avant, entre la DGE et l'ADEME, on accompagne des filières pour pouvoir les aider à faire leur guide sectoriel, c'est-à-dire selon les spécificités de leur processus, de leur technologie. D'accord, vous avez un exemple justement d'une filière qui est mise en place? Alors la première qui a démarré, et elle l'a fait toute seule, c'est Franchimie. Et là, on en a une demi-douzaine avec nous. On a l'eau, les déchets, travaux publics, métiers de bouche, donc il n'y a pas que distribution. Voyez, donc c'est assez large et le tourisme aussi l'a fait. Donc c'est à la fois les services, même si on a plus un prisme industrie, puisque les travaux peuvent être plus lourds. Et sur l'aspect collectif, on prépare une expérimentation au niveau d'un bassin d'emploi entier dans un territoire où justement l'adaptation se fera par des plans collectifs entre les entreprises, les collectivités, les services de l'État. Ça montre bien le côté vraiment, l'importance de l'aspect collectif de l'adaptation des entreprises. Voilà, une entreprise ne peut pas s'adapter tout seul. Et Nicolas Baudusseau disait il y a quelques instants, Franck Levallois, qu'il y a évidemment le travail aussi de l'assureur dans l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, comment un assureur peut accompagner une entreprise dans son adaptation au changement climatique et non pas à la résilience? Je conserve ce que me disait Sandrine Berthet il y a quelques instants. Merci pour l'invitation à cette belle journée CCR. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut déjà reconsidérer un peu ce qu'est notre métier. Notre métier n'est plus simplement, en tant qu'assureur, d'indemniser, de réparer après le sinistre. C'est aussi finalement d'aider les entreprises, de les accompagner, de les aider à fonctionner après les chocs. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on connaît tous dans la salle le principe de mutualisation, le fonctionnement de l'assurance, mais c'est vrai qu'il est en train de changer. Il est en train de changer tout simplement parce que, et c'est un peu l'objet de notre table ronde, tout simplement parce qu'il y a une augmentation de l'intensité des fréquences, notamment sous le coup du dérèglement climatique. On le voit sur certains types de sinistres, alors certains types de sinistres qui ne rentrent pas dans le régime des catastrophes naturelles, enfin en tout cas pas tous,
Mais on le voit aussi aujourd'hui avec des orages de grêle, par exemple, avec des grêlons qui ont la taille d'une balle de golf et qui vous détruisent et vous mettent à l'arrêt une entreprise entière. On le voit aussi, d'ailleurs on parlait d'adaptation, mais on le voit aussi avec la décarbonation de notre économie. L'électrification, par exemple, du parc automobile, fait naître de nouveaux risques avec des batteries électriques, avec un phénomène d'emballement thermique, de réallumage, qui conduisent à des incendies, des types d'incendies qu'on a à la fois du mal à éteindre, mais également qu'on ne connaissait pas dans le passé et qui rajoutent à la fréquence. Bref, on est dans un cadre très différent de celui qu'on a pu connaître précédemment. Et l'enjeu, en fait, c'est celui de l'assurabilité. L'assurabilité qui repose, pour l'améliorer, qui repose sur, et on en est convaincu, sur une meilleure prévention qui permet de réunir ces conditions de l'assurabilité. Mais la prévention, ça a toujours fait partie du métier de l'assureur. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Mais je pense que ce qui change tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, ça a toujours fait partie du métier de l'assurance, sauf que l'assurabilité, c'est quand même un sujet qu'on évoque depuis maintenant quelques années, mais ce n'est pas si vieux que cela. La cartographie, et notamment les cartographies qui sont d'actualité, montrent bien que c'est un sujet de préoccupation. Donc, la prévention, qui a toujours fait partie finalement du métier de l'assurance ou de notre fonctionnement, aujourd'hui prend une place centrale. En fait, on passe d'une logique d'indemnisation de sinistres à une logique d'anticipation des risques. On le voit notamment avec des acteurs, alors j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul évidemment, à mettre en avant et à promouvoir de nouveaux dispositifs d'identification des risques, d'évaluation et de meilleure maîtrise des risques. Au fond, l'assureur devient un acteur qui accompagne les entreprises à mieux maîtriser le risque. Et je crois que c'est ça le pivot que nous sommes en train de vivre. D'accord, très concrètement, elle se traduit comment cette prévention auprès des entreprises ? C'est quoi ? C'est du conseil, c'est de l'accompagnement, Oui, alors c'est d'abord de l'identification de risques, parce que ayons quand même conscience que l'acculturation au risque dans notre beau pays n'est pas la chose la plus partagée ou la plus approfondie, notamment dans notre système éducatif. Donc il y a un gros travail à faire. Cette prévention, c'est un travail d'abord de conviction. Dans de précédentes fonctions, quand j'étais en charge de l'indemnisation dans une autre compagnie, eh bien, il m'arrivait de me déplacer sur sinistre et puis de rencontrer des chefs d'entreprise, alors qui, après le sinistre, m'expliquaient ce qu'ils avaient mis en œuvre comme système de prévention. Alors, ça pouvait aller du sparkling au bâtard-d'eau, peu importe, ça dépendait du type de localisation. N'en demeure pas moins, c'est que ce qu'ils me disaient régulièrement, voilà ce que j'ai fait pour vous. Et moi de leur répondre, non, pas pour moi, pour vous. Et en fait, ça illustre cette anecdote, mais qui s'est répétée un certain nombre de fois, illustre en fait le manque de compréhension de ce qu'est l'objet même de la prévention. La prévention, elle n'est pas que pour l'assureur. Le bénéficiaire premier de la prévention, ce n'est pas l'assureur, via la sinistralité. Le bénéficiaire premier, c'est le chef d'entreprise, l'entreprise qui protège ses actifs, ses salariés, et surtout qui assure sa continuité d'activité. Franck Levallois, quand on a préparé cette séquence, ce sera ma dernière question pour le moment auprès de vous, vous me disiez, avant on assurait sans se préoccuper de la situation géographique de l'entreprise, c'est-à-dire que tout ça a changé, maintenant ça c'est un focus sur lequel vous faites, et qu'est-ce que ça a d'ailleurs comme impact sur le contrat d'assurance ? L'impact sur le contrat d'assurance, alors c'est pas que la géographie d'ailleurs, c'est la géographie, c'est les lignes de production, les processus, les technologies employées, ça devient très fin. On n'en est plus à tarifer sur un coin de table de déjeuner par exemple, en fonction d'un taux ou d'un barème. Non, on fait des choses de manière, et tous les acteurs suivent cette tendance, donc une tendance à la sophistication pour adresser cette complexité croissante
des risques, avec des risques qui s'entrecroisent. Je vous renvoie d'ailleurs à la cartographie des risques, cartographie prospective des risques de France Assureur, qui montre bien que tous ces risques sont en train de sont entremêlés, sont entrecroisés, et donc peuvent s'induire les uns les autres. Non, le contrat d'assurance, en réalité, c'est toujours, d'ailleurs, hein, j'exagère un peu quand je dis ça, mais enfin, pour grossir le trait, je dirais que le contrat d'assurance, c'était un contrat de transfert financier de risque, et aujourd'hui, c'est davantage un contrat de transformation de risque pour les entreprises, parce que un des points essentiels, encore une fois, pour réunir les conditions de l'assurabilité, c'est de pouvoir traiter le risque, d'anticiper la survenance de sinistres et donc de travailler les conditions de la prévention. Alors on verra, et Sandrine Berthet le disait, ce sera un des sujets de la table ronde sur le financement de la prévention. Avant cela, j'aimerais rebondir sur ce que disait Nicolas il y a quelques instants, sur la nécessité de faire des diagnostics, et c'est ce qu'on va regarder avec vous, Marc Begri. Vous êtes le directeur du programme Indicateur Climat de la Banque de France. On va avec vous parler de l'ODAC, l'outil de diagnostic pour l'adaptation au changement climatique. Juste avant cela, peut-être nous présenter quel est ce programme Indicateur Climat que vous dirigez à la Banque de France. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on voit au travers de toutes les interventions, celle de Maya Tig avant et puis celle de vous tous ici autour de la table, que c'est un travail collectif en fait, hein, pour accompagner l'économie française face à la décarbonation et face à l'adaptation, les CCR, les assureurs, les banques et bien sûr l'État et les collectivités. Et la Banque centrale là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire ? En fait, on s'intéresse au climat d'abord dans le cadre de nos mandats. Donc, il y a la stabilité financière, je ne vais pas faire un dessin à la salle, la supervision, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, ce n'est pas le lieu. Mais il y a aussi, dans le cadre plus classique des missions d'une banque centrale, la politique monétaire. Et on voit au travers des scénarios, par exemple du NGFS, que même à moyen terme, le changement climatique peut avoir des incidences, par exemple, sur le niveau des prix, donc l'inflation. Vous savez, c'est une de nos missions. Et puis en parallèle, il y a également ce qu'on appelle des services à l'économie. Vous savez qu'on cote à la Banque de France au plan financier à peu près 300 000 entreprises sur tout le territoire. Et donc, en lien avec cette capacité à s'adresser à un très grand nombre d'entreprises de façon transversale et neutre, on a lancé ce programme dont je viens à votre question. C'est une batterie d'indicateurs sur la partie décarbonation, la partie adaptation, qui ont une vocation à la fois d'évaluation, et puis les entreprises peuvent également les diffuser auprès des financeurs. Et il y a l'outil ODAC. Alors ODAC, c'est cet acronyme un peu barbare, c'est outil de diagnostic pour l'adaptation au changement climatique. Donc c'est quelque chose qu'on a fait en concertation avec l'État dans le cadre du PNAC. Et ça consiste ni plus ni moins en fait à mettre en ligne sur l'espace dirigeant qui est ouvert à tout dirigeant d'entreprise un outil qui lui permet de voir l'exposition de son entreprise à une série d'aléas climatiques d'ici à 2100, mais avec des prévisions qui sont établies sur la base de la trajectoire de référence et d'adaptation au changement climatique, donc la TRAC. Donc c'est gratuit, c'est totalement disponible pour à peu près 5 millions d'entreprises. On a pour ça un partenariat avec Météo France, on a également un partenariat avec la CCR d'ailleurs, puisqu'on va rajouter l'aléa inondation l'an prochain. Et c'est un objectif simplement de sensibilisation des entreprises, puisque ce qu'on a observé, c'est que autant, on va dire, parmi les grandes entreprises, une grosse partie du chemin est fait, sous votre contrôle à tous. Au niveau des PME, il y a quand même encore à ce stade un travail de pédagogie simplement à faire, qui est le premier pas, puisque bien sûr après, il faut aller vers d'autres acteurs. C'est aussi la vocation d'ODAC, à la fois de permettre de visualiser de façon très pédagogique ces risques auxquels l'entreprise est exposée de façon brute, et ensuite de l'emmener vers d'autres acteurs qui vont pouvoir lui proposer le pas d'après, c'est-à-dire concrètement des dispositifs d'adaptation. Et après, il y aura à un moment donné ou un autre, dans bien des cas, une question de financement. Et donc là, je tends la perche à d'autres, mais on en arrive effectivement, que ce soit aux banquiers, aux assureurs ou aux acteurs publics. Alors vous parlez de PME, parce qu'on peut parler des grandes entreprises, et on en parlera dans une prochaine séquence, avec notamment sur les risques managers. Là, il y a une question qui vient d'arriver, et j'ai envie de vous la poser et de voir comment on peut réagir à ça. Les entreprises doivent-elles se doter d'un directeur adaptation climatique? Alors oui, peut-être pour les grandes, est-ce que pour des PME, c'est pas compliqué? Nicolas Baudusseau, je vous vois... Oui, je pense que c'est compliqué. Ça n'arrivera pas même. Et je pense que c'est tout l'enjeu. En réalité, ce qu'on voit, c'est que... Enfin, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de changer d'air, en fait.
on est en train de changer d'air où d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, c'est pas vrai, ça a été progressif, mais les assureurs effectivement qui ont compris ce sujet de l'assurabilité, mais ça date d'il y a quelques années comme vous le disiez, les banquiers, je dirais que c'est encore un peu plus récent, c'est-à-dire que les banquiers arrivent aussi sur ce sujet-là, et c'est toute la finance finalement qui commence à se préoccuper de qui j'assure, à qui je prête, où est-ce que je finance et à quelles conditions. Et on a vu la Banque des Territoires, là, qui, l'air de rien, a parlé de conditionnalité. C'est pas rien que la Caisse des dépôts parle de conditionnalité finalement des investissements qu'ils peuvent faire ou des prêts qu'ils peuvent faire. Et sans doute qu'il y a une partie du sujet qui est là. Je reviens à votre question des PME. Ben, les PME, c'est justement c'est le ventre mou. En même temps, c'est l'essentiel d'une grosse partie de l'économie française. Et c'est celle qu'on va avoir du mal à aller chercher. Et c'est pourtant celle qui va aussi vivre ce conditionnement. Mais il va falloir qu'elle le comprenne, ce conditionnement. C'est-à-dire de dire, on continue à vous assurer, à vous financer si vous faites ce qu'il faut pour vous adapter. Il va falloir que ce dialogue s'instaure et sans doute que ça sera, les assureurs seront en première ligne, il y aura les banques, mais il y aura aussi peut-être des acteurs publics. Et ce qu'on est en train de se dire, et ce que vous disiez à l'instant, ce qui est très intéressant, c'est que il y a peut-être de la même manière qu'il y a un partenariat public-privé sur l'indemnisation, il y a peut-être un partenariat public-privé à construire sur la prévention. Et en tout cas, c'est ce qui nous apparaît, nous, CCR, comme étant la prochaine grande étape à construire pour que, effectivement, les grandes entreprises s'en sortiront, elles auront leur directeur d'adaptation au changement climatique et auront, dans un dialogue constructif avec les banques, les assureurs, auront ces discussions sans difficulté. La grande majorité des PME ne l'auront pas et pour ça, il faut trouver des mécanismes de distribution à la fois potentiellement d'aide publique s'il faut, de distribution d'accompagnement, etc. Et c'est sans doute en réunissant les acteurs qu'on y arrivera. Ce partenariat public-privé. Oui, bien sûr, Sandrine Berthet. Pour moi, la réponse est vraiment non, sans aucun doute. Parce que ce qu'on voit, on travaille avec beaucoup d'entreprises de toute taille. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande différence. Souvent, les entreprises attrapent l'adaptation comme elles l'ont fait avec la décarbonation. Parce que souvent, c'est celles qui ont fait de la décarbonation qui commencent à s'intéresser à l'adaptation, sauf si elles ont eu des dégâts. Et sur la décarbonation, je ne dirais pas que c'était facile, mais c'est un peu un projet one-shot en bon français. Où vous décarbonez, en général, ça va tenir pendant pas mal de temps quand même. Alors que sur l'adaptation, on n'est jamais adapté. Le climat ne s'arrêtant pas d'évoluer. Et du coup, la manière de prendre l'adaptation, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout pas en ayant, soi-disant, un responsable. C'est comme pour la sécurité. Avoir un responsable sécurité, enfin, il apporte les méthodes, mais c'est pas lui qui va faire la sécurité, bien au contraire. Là, c'est pareil, c'est un sujet qui doit être pris, quelle que soit la taille de l'entreprise, par le patron. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour monter votre plan d'adaptation, il vous faut c'est pas une façon de parler, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées. Alors que sur la décarbonation, c'était beaucoup plus limité. Donc ça revient à quelque chose qui doit être dirigé par le haut, parce que tout le monde doit être impliqué et parce qu'on est parti pour du long terme. Je rebondis sur ce que disait Nicolas Baudusseau à l'instant. Le partenariat public-privé sur la prévention, c'est un sujet dont s'empare le gouvernement suite au premier rapport de l'Observatoire. Il me semble avoir vu ça dans les éléments communiqués hier. Oui, absolument, mais en tout cas une réflexion. Oui, il y a une réflexion alors qui est plus tournée probablement dans un premier temps sur le particulier, notamment sur la manière dont. Mais ça revient à ces questions. En fait, on parle des risques de masse, c'est-à-dire les petites entreprises. Ce sont des risques de masse comme les particuliers. Et la question, c'est comment est-ce qu'on leur apporte une information, une incitation et les moyens de faire cette adaptation. Et ça passera nécessairement par, encore une fois, les acteurs financiers. Si on pouvait articuler avec les aides publiques qui existent, ça serait quand même quelque chose de très profitable. Franck Levallois, la question de la prévention, peut-être rebond sur ce que je disais là à l'instant sur les PME, mais la prévention, il faut la financer. C'est jamais forcément évident, encore moins pour une entreprise. Elles n'ont pas forcément les moyens ou la volonté. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous pouvez, vous assureurs, les accompagner là-dessus? Alors, juste en rebond, par rapport à ce qui vient d'être dit à votre précédente question sur le fait d'avoir un responsable dans l'entreprise. Alors je suis d'accord, selon la taille de l'entreprise, c'est très compliqué, hein, évidemment, pour des petites entreprises, des PME, d'avoir un responsable pour l'adaptation au changement, au dérèglement climatique. C'est évidemment compliqué. Bon, pour les plus grandes, c'est possible. Je suis un peu, sur une ligne néanmoins différente. Un peu différente, parce qu'on le voit bien d'ailleurs sur la gestion des risques dans les entreprises. Là aussi, c'est une question de taille pour avoir dans les entreprises un risque manager ou pas. Souvent, c'est une question de taille, mais néanmoins, on voit bien que lorsqu'il y a un responsable chargé à temps plein de ces problématiques, de ces sujets, ça fait croître
j'allais dire, l'acculturation, la connaissance des risques dans l'entreprise. Alors à la fin, c'est bien une décision et c'est une responsabilité du patron, c'est vrai, mais quand vous avez un patron qui a 10 000 choses à faire par jour, c'est vrai que c'est compliqué pour lui de s'intéresser à tous les sujets. Donc le fait d'avoir des risques managers ou des responsables d'adaptation au changement climatique, ça ne peut qu'aider ces entreprises à s'adapter. Votre propos juste est conforté par un propos qui vient d'être envoyé sur l'application. Les chefs d'entreprise font déjà face à un nombre important de contraintes. Comment faire remonter le sujet d'adaptation dans leurs priorités? On voit bien évidemment que c'est en corrélation. Alors sur la prévention. Sur la prévention le et le financement. Bon, alors je vais vous refaire un peu la même réponse que tout à l'heure, mais je commencerai par dire que la prévention, de toute façon, elle coûtera bien moins cher que l'interruption d'activité de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est le message à passer aux entreprises, parce que cette question du financement, du modèle économique de la prévention, ça a souvent été le point d'achoppement de la prévention. On se demande toujours à qui bénéficie la prévention. Alors la prévention, elle bénéficie évidemment, comme je disais, à l'assureur via la sinistralité, aux clients de l'entreprise parce que ça évite les ruptures de chaînes d'approvisionnement ou de chaînes de services par exemple, mais ça bénéficie en premier lieu au chef d'entreprise qui protège son actif, ses biens de production, ses salariés et surtout sa continuité d'activité. On le voit d'ailleurs en tant qu'assureur, MMA est un assureur qui a une forte part de marché sur les risques professionnels et entreprises. Et lorsqu'on rencontre des entreprises, lorsqu'on souscrit, on conditionne, alors évidemment en fonction de ce qu'est l'exposition au risque de l'entreprise, mais on conditionne nos souscriptions à un plan de prévention. Et selon les cas, on envoie des préventeurs sur place pour décider d'un commun accord avec le chef d'entreprise d'un plan de prévention à mener sur plusieurs années. La question qui se pose, c'est donc le financement. Et donc ce que nous convenons, c'est que les conditions de l'assurance, les conditions tarifaires, pour parler très clairement, dépendent intimement de ces plans de prévention. Enfin, et c'est assez logique parce que finalement, notre prix technique est évidemment lié au coût du risque, et le coût du risque, lui, dépend de la prévention. Et c'est cette pédagogie-là que nous portons sur le terrain, ce qui fait d'ailleurs que dans certains cas, lorsque le chef d'entreprise ne met pas en place le plan de prévention, eh bien, nous pouvons être dans une situation où nous allons revoir totalement les conditions, quitte même à sortir du contrat, tout simplement parce que nous considérons que lorsqu'il n'y a pas cette prévention de mise en place, les conditions de l'assurabilité ne sont pas réunies. Le plan de prévention, c'est quand même quelque chose qui est sur du court terme. La difficulté, elle est aussi peut-être, non? C'est un financement en fait qui se fait sur le long terme, mais ça ne peut pas être un financement à l'exclusive de l'assureur, parce qu'encore une fois, la prévention permet l'assurabilité, permet la continuité d'activité, et elle profite en premier lieu au chef d'entreprise. Qu'il y ait une mise en cohérence du tarif technique à ce qu'est le coût du risque, c'est assez évident. Et donc c'est une façon pour le chef d'entreprise de baisser le coût, le prix de son assurance. Voilà, donc c'est une forme de financement, mais qui est un financement sur le long terme. La vraie difficulté, c'est de faire comprendre qu'un investissement certain à court terme permet de compenser ou de répondre à des risques hypothétique, donc de survenance hypothétique d'un sinistre à moyen ou long terme. Sandrine Berthet, ce sujet des montants à investir pour assurer l'adaptation, c'est quelque chose d'assez difficile pour une entreprise. Entre ce que l'on décide de mettre en place aujourd'hui pour les 20 prochaines années, peut-être que les choses d'ici 20 ans ont encore évolué. On sent bien qu'on est dans des périodes d'incertitude sur ces sujets. Exactement, c'est l'incertitude, c'est le maître mot. La première, c'est qu'effectivement, quand on arrive au plan d'adaptation, donc on le voit avec les entreprises avec qui on travaille, vous devez accepter un certain niveau de risque. Mais qu'est-ce que vous acceptez, justement, de pouvoir financer ou alors de vous dire, tant pis, on réparera derrière. Et ça n'est même pas sur les aspects d'assurabilité, c'est globalement, on parle des équipements, des infrastructures, etc. Donc il y a cet aspect-là qui est très incertain et on voit aujourd'hui que c'est très bloquant, puisque les responsables financiers, par exemple, avec l'ensemble d'une équipe de direction, mais manquent vraiment d'outils de comparaison. Et c'est une des choses vers lesquelles, dans nos travaux avec les filières, on essaye de les pousser à travailler là-dessus. Un autre aspect, du coup, c'est l'aspect, du moins plus largement, de quantification. Et là, je voudrais saluer le travail de l'AMRAE, Michel est là, parce que c'est la première, autant que je sache, la première entité privée qui s'attaque au sujet
avec l'ADEME, on fait partie de votre groupe de travail. Et en fait, c'est quelque chose de, je ne sais pas à quel point on y arrivera d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de vraiment compliqué d'arriver à quantifier de quoi on parle, et pas seulement « ah, ça va coûter cher ». Il y a un autre aspect financier, donc au-delà de ces incertitudes, qui est, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais il y a tout ce qui vient de l'aspect catastrophe naturelle, etc. Mais la prévention, commencer, ça va être beaucoup plus long terme, sans attendre la catastrophe, j'allais dire. Donc pour finir, je dirais on en a parlé beaucoup des PME, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que les grandes entreprises, et pas forcément celles de l'APE uniquement, hein, mais globalement, les grandes entreprises, effectivement, y sont allées, elles voient à peu près où elles en sont, même si elles ont cette incertitude de l'échéance financière, comme les autres. Elles se posent des questions, mais les réponses sont difficiles à trouver, encore plus quand elles ont une mission de service public. Mais ce qu'on voit pour les PME, c'est qu'il y a un peu, je vais un petit peu caricaturer, mais il y a un peu deux familles. Ceux qui se disent qu'ils n'ont pas le temps, ni les moyens, ni l'argent pour y penser, donc on verra quand on sera touché. C'est évidemment le pire des cas, mais bon, dans certains cas, on comprend. Et il y a celles qui ne sont pas forcément plus grandes, qui considèrent dès le début que c'est au cœur de leur activité. Je pense à une entreprise qui, pour vous dire, c'est pas besoin d'aller chercher très loin pour ça. J'ai en tête une entreprise qui s'appelle Rest Isolation. Le patron, ça fait 10 ans qu'il a compris que l'adaptation, c'était un sujet, parce que son métier, c'est les chantiers, c'est les couvertures de toit. Quand il fait chaud, il peut faire 40 degrés dehors. Imaginez la température sous le toit où les gens doivent travailler. Donc ce monsieur a fait des investissements aidés par l'ADEME dès le début. Aujourd'hui, ça lui rapporte le double de ses investissements parce que les gens n'ont plus d'absentéisme, ils peuvent travailler, donc il n'a pas de rupture, etc. Donc je voulais insister sur ce genre d'exemple dans le sens où il y a des grands calculs qu'on peut faire. Et il y a aussi à l'échelle de certaines PME un certain bon sens que certains chefs d'entreprise peuvent avoir, à mon avis avec l'aide de leurs assureurs, pour prendre certaines décisions qui sont, selon leur activité, pas forcément difficiles. Et sur les assureurs, enfin, je voudrais d'ailleurs saluer, parce que je crois que vous êtes beaucoup dans la salle, ce qu'on voit, c'est qu'il a été décidé par le gouvernement de ne pas mettre pour les entreprises de coercition. Vous n'avez pas dans la norme d'obligation, alors les Céveso ont des obligations, on le sait bien, et elles vont évoluer par rapport à la traque, mais globalement, vous n'en avez pas, selon un seuil d'entreprise, de dire il faut absolument faire votre plan d'adaptation. C'était un choix du gouvernement. Ce qui est bien, c'est qu'en revanche, les entreprises nous disent « Ah, mais mon assureur est venu me voir, et là, ça fait une des premières fois qu'il m'a parlé de ce sujet qui s'appelle l'adaptation. » Et donc, là où je suis personnellement rassurée, c'est que grâce aux assureurs, oui, ils vont commencer, et surtout les plus vulnérables, bien sûr, vous évoquez, ça dépend de l'aspect géographique, mais ça dépend de la vulnérabilité, ça dépend beaucoup de la technologie. Donc, vous avez un rôle essentiel, et jouez-le bien par rapport aux entreprises. Je rebondis sur ce que vous évoquiez là, sur l'entreprise accompagnée par l'ADEME, côté Direction Générale des Entreprises. Vous avez des accompagnements financiers comme ça au travers de l'ADEME pour les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement, d'accompagnement ? En fait, aujourd'hui, on en est au niveau de l'État, et c'est un écosystème, Marc l'évoquait, mais on est très nombreux. Nous, par rapport aux connaissances qu'on essaye de bâtir à la DGE ou au Trésor, on est surtout entouré avec la Banque de France, avec CCR, y compris l'INSEE, avec beaucoup d'acteurs public ou parapublic, avec l'ADEME, etc., CEREMA, parce que c'est ensemble qu'on essaie déjà de faire monter nos connaissances, juste pour avoir en tête que nous avons conscience que nous sommes au début de ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir accompagner les entreprises, y compris financièrement. Donc, par rapport à votre question, vous avez des financements aujourd'hui qui sont encore assez limités, parce que très ciblés. Vous avez le fonds chaleur-froid, vous avez le plan eau qui a été financé par les agences de l'eau. Ça, c'était vraiment des aides très importantes. Sinon, d'un point de vue général, vous l'avez évoqué, il y a le fonds vert, le fonds Barnier, mais ça et des obligations de transition aussi, ça reste des outils assez généraux. Il manque encore, je pense, pour aller plus loin, outre le rôle des banques privées, il manque aussi une meilleure connaissance, et on en revient à ça, de combien a-t-on besoin. Et parmi les travaux, outre ceux par exemple de l'AMRAE, il y a aussi les travaux de I4CE, qui travaillent sur ces aspects de financiarisation et de modèle économique derrière. Donc on a besoin de toutes ces études qui sont en cours et qui vont commencer, je pense, au niveau global de l'État et avec les acteurs autres que l'État pour pouvoir davantage mettre des outils à disposition en termes de financement. On reviendra évidemment sur ce que fait l'AMRAE, puisque Michel, je sais, travaille sur la prochaine table ronde avec nous. Côté Banque de France, vous donnez des sous un peu ou pas ? On en profite, on est entre nous, on peut toujours poser la question. C'est vrai que dans le Banque de France, il y a banque, mais vous savez qu'on prête des sous surtout aux banquiers. On est la banque des banques. Et en dehors de ça, pour l'anecdote, on avait jusqu'en 2003, parce qu'on a une vieille histoire, une activité commerciale, mais traité européen oblige, on a arrêté ça. Donc non, on ne donne pas de sous. Par contre, juste un point sur l'outil ODAC. On va donner la possibilité aux entreprises, elles peuvent déjà le faire bien sûr, de consulter, mais également de télécharger des données et des
informations qui sont dessus. Et peut-être pourra-t-il arriver vis-à-vis d'une banque ou d'un assureur qu'une entreprise vienne avec, on va dire, son diagnostic ODAC en disant voilà, j'ai vu ça et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Bon, ce sera peut-être plus vis-à-vis d'une banque que d'un assureur, encore que peut-être que certains vont être alertés par ça en se disant est-ce que le risque d'assurabilité c'est pour moi ou non à terme. Donc c'est aussi le rôle d'ODAC, hein, il est assez modeste puisque en fait bon, c'est un outil vraiment de pédagogie, d'information, mais par rapport à tout ce qu'on a dit sur des PME, si ça peut permettre à sa mesure de faire qu'un certain nombre d'entreprises agissent et puissent avoir une base d'objectifs pour commencer à se faire leur diagnostic et dialoguer après avec leurs différents partenaires, on estimera avoir apporté notre écho à ce vaste mouvement collectif pour l'adaptation des entreprises françaises. Nicolas Baudusseau, sur l'accompagnement aujourd'hui que CCR peut apporter aux entreprises, on est plutôt sur du conseil peut-être ? Alors oui, on a notre activité de conseil effectivement qu'on a lancée l'an dernier, mais plus généralement, l'adaptation finalement c'est un marché qui est émergent. Et depuis le début de cette table ronde, on a surtout parlé de la demande, comment la susciter, comment faire en sorte qu'elle advienne, comment l'inciter, comment l'accompagner, comment la financer. Donc il y a la demande, mais il y a aussi la question de l'offre en fait. Et sur l'offre, on a encore une offre qui est un peu balbutiante. On n'a pas on manque d'industriels, de capacité industrielle en fait à traiter. Si demain matin toutes les PME demandaient un diagnostic de vulnérabilité et de pouvoir adapter leurs équipements, etc., enfin on n'arriverait pas à fournir. Et donc on a un sujet d'offre et c'est la raison pour laquelle CCR a lancé en 2024 sous la gestion de StarQuest un fonds de private equity pour financer justement des entreprises et commencer à créer, à impulser une filière industrielle de l'offre. Donc il y a cette question de la demande, l'adéquation entre l'offre et la demande, et donc de faire émerger quelque chose. Et puis il y a un angle mort aussi de tout ça, finalement, des entreprises dont on n'a pas du tout traité aujourd'hui, mais qui est important aussi, c'est que vous avez une partie de l'économie des entreprises qui vivent de l'indemnisation, du système d'indemnisation, de la réparation aujourd'hui. De la réparation. Et cette partie de l'économie, elle est pas faible, c'est une partie importante. Hein. Et cette partie-là, si on la traite pas d'une manière ou d'une autre, si on l'accompagne pas plutôt sur de l'adaptation, plutôt sur de l'amont que de la réparation, on aura du mal à faire advenir ce marché. Une question qui vient d'arriver, puisqu'il nous reste une petite minute 30, elle est peut-être sans doute pour vous, Franck Levallois. Est-ce qu'une bonne prévention peut réellement amener une réduction des cotisations pour l'entreprise ? Un ajustement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est bien ce qu'on pratique, c'est-à-dire un niveau un tarif technique qui dépend du coût du risque et la prévention est une manière de réduire le coût du risque. C'est comme ça qu'on le présente d'ailleurs lorsqu'on discute avec les chefs d'entreprise des conditions tarifaires, des conditions d'assurance. Ce qui fait aussi que le dialogue est nécessaire parce que comme je disais tout à l'heure, vous parliez de pédagogie, la pédagogie elle est nécessaire, elle n'est pas qu'utile. Aujourd'hui les chefs d'entreprise n'ont pas tous conscience évidemment de leur exposition aux risques liés au dérèglement climatique mais également aux autres. Il n'y a pas que le risque incendie, ça c'est vrai que c'est bien passé dans les mœurs, mais les autres risques pour le moment sont pas tous ancrés dans la tête des chefs d'entreprise, ce qui me fait dire que nous devons avoir une action sur le terrain. Pour notre part, eh bien, ce sont des préventeurs sur le terrain qui sillonnent, si je puis dire, la France et vont voir nos clients sociétaires et discuter avec les chefs d'entreprise pour, j'allais dire, dans le dur, sur le terrain, pour évoquer avec eux, avec elles et avec eux, ce que sont leurs expositions aux risques. Cette prévention, cette sensibilisation, Sandrine Berthet, c'est un sujet qu'on avait évoqué aussi en préparant cette table ronde. Vous disiez, il y a évidemment dans ce que propose aujourd'hui la DGE aux entreprises, dans l'accompagnement, il y a des outils, tout ça est lié au PNAC, et il y a un vrai travail de sensibilisation, vous me disiez notamment du tissu économique, pour faire comprendre cette problématique de l'adaptation au changement climatique. Oui, en déclinaison du PNAC, la politique publique qu'on a mis en place pour l'adaptation des entreprises, il y a plusieurs piliers, et c'est tous les enjeux qu'on a évoqués tous ensemble. Il y a de la sensibilisation, parce qu'on y est toujours.
On espérait que ça passerait plus vite. Il y a la méthodologie, ça on travaille beaucoup avec l'ADEME parce qu'une entreprise, une fois qu'elle veut s'adapter, elle se demande comment faire, évidemment. Donc il y a tout un ensemble de méthodologies à leur apporter et on travaille ensemble et le travail de filière que j'évoquais en fait partie. Il y a l'aspect comment l'État, on a une idée très claire de par nos expérimentations de ce que les différentes entités de l'État peuvent faire pour les entreprises. On ne peut pas tout faire, mais elles peuvent faire des choses. Et donc ça, c'est un aspect territorial sur lequel on est engagé. Un quatrième, ce qui est un aspect national, parce qu'au niveau national, on est pas mal d'entités publiques, parapubliques, à avoir un rôle à jouer. Donc c'est pareil, on est en train de s'organiser pour avoir conscience de ce que chacun apporte. Et il y a un cinquième aspect qui est aussi important, vous évoquez solutions. Entre la demande et l'offre, on travaille aussi sur les solutions d'adaptation au sens où là on est en train de lancer en fait un travail pour mieux cartographier, enfin identifier par une cartographie les solutions d'adaptation dont l'industrie et le bâtiment ont besoin et qu'ils produisent, à la fois dans les deux cas, dans le but très bercien, j'allais dire, de les faire produire en France, puisqu'on a vu qu'une solution, en fait, elle n'a même pas besoin d'être technologique pour... on a vu avec les masques Covid, ça peut ne pas être technologique, si on ne le fait pas chez nous, ça peut être fort difficile, après, quand tout le monde en a besoin. Donc il y a cet enjeu-là qui n'est pas négligeable, parce que je ne dis pas que l'offre va provoquer la demande, mais on voit quand même qu'il y a une certaine appétence qui vient quand on dit « et en plus, il y a des solutions ». Et pour finir sur les solutions, vous avez ici des acteurs privés comme le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique qui met en place une plateforme qui s'appelle « Je m'adapte ». Il avait déjà fait je décarbone, avec notamment les subsides de l'ADEME et l'aide de la DGE, entre autres. Et c'est vraiment ça, mettre en relation au niveau régional, c'est très localisé, c'est pas du tout c'est pas que au niveau national, des offreurs de solutions avec des entreprises. Et je pense qu'en plus de l'aspect de la prévention, les messages portés par les assureurs, les messages qu'on essaye de faire porter côté État, cet aspect-là n'est pas négligeable pour entraîner les entreprises dans leur adaptation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci infiniment. La prochaine séquence, comment mieux accompagner les entreprises face à l'accumulation des risques. Pour en parler, on accueille Christelle Busque, Paul Esmin et Michel Josset. Merci de les accueillir tous les trois, s'il vous plaît. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Christelle Busque, directrice générale adjointe de CCR. À vos côtés, à votre gauche, Michel Josset, président de la commission prévention et dommages de l'AMRAE. On a beaucoup parlé d'AMRAE, on va continuer à en parler. Et enfin, Paul Esmin, directeur général de France Assureur. Merci d'être avec nous ce soir. Les entreprises évoluent donc dans un environnement où les risques s'accumulent, se transforment. On a parlé du changement climatique, mais il y a aussi les cyberattaques, les tensions géopolitiques, les émeutes. Ça a été évoqué par Jacques Le Pape en ouverture, les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Bref, les crises se multiplient, se combinent parfois et mettent à l'épreuve les modèles traditionnels de gestion des risques. Alors, comment continuer à protéger les entreprises lorsque certains risques deviennent plus fréquents, plus coûteux, parfois plus difficiles? Comment préserver un accès à l'assurance à des conditions soutenables? Surtout, comment faire évoluer la relation entre assureurs et entreprises dans une logique de réparation, pour passer d'une logique de réparation à une logique d'anticipation et de prévention et d'adaptation? C'est ce que l'on va explorer tous les trois. Et Christelle, on va commencer avec vous. Première question, d'ailleurs, du point de vue du régime CatNat, qu'est-ce que représente aujourd'hui le risque professionnel? Oui, d'abord pour effectivement planter le sujet, c'est pas mal de poser quelques chiffres. Donc, le risque pro, en train de parler du bilan CatNat qu'on produit tous les ans. Le bilan CatNat, il nous permet déjà d'illustrer. Donc en 2025, le risque pro, c'est 24% du chiffre d'affaires du régime. Mais derrière ce chiffre, les pros, c'est aussi un ensemble assez large, assez hétérogène, puisqu'en fait, en termes de dommages, ça regroupe à la fois le commerce de bureau, ça regroupe les entreprises avec parfois des hangars et puis des machines qui sont hyper coûteuses, ça regroupe les commerces avec leur stock. Enfin voilà, donc dans les pros, du point de vue du régime, on agrège aussi les collectivités locales. Donc tout ça pour dire que quand on va parler de pros, c'est large en termes de dommages. Et puis ensuite, la multirisque professionnelle, c'est aussi la perte d'exploitation. Donc ça se distingue du particulier par le fait que souvent, on a des pertes d'exploitation qui sont jointes au contrat. Et quand il y a une CatNat, ces pertes d'exploitation peuvent représenter
parfois beaucoup plus que les simples dommages. Donc hétérogène, et donc quand je vais donner des chiffres, il faut avoir ça en tête. Mais une fois qu'on dit ça, donc je disais 44% du chiffre d'affaires, mais c'est aussi 60% des valeurs assurées. Donc là, ça donne déjà un premier renseignement, c'est-à-dire que en prime, c'est un peu moins sur le régime, mais en termes d'enjeux, c'est un peu plus. Ensuite, on peut aussi regarder ce que ça veut dire en termes de sinistralité. Eh bien, en termes de sinistralité, les risques, on parlait, j'ai à côté de moi l'AMRAE, donc, et puis Franck Levallois parlait tout à l'heure de toutes les mesures de prévention. Ça se voit en tout cas à travers les chiffres de sinistralité, parce que en temps normal, la sinistralité du risque pro, c'est beaucoup moins de sinistralité que le reste ça représente en clair, j'ai les chiffres, 37% de la sinistralité historique hors RGA. Et quand on prend le retrait gonflement des argiles, c'est 24% de la sinistralité. Donc effectivement, c'est plutôt un segment très contributif en général, quand tout va bien. Mais face aux événements extrêmes, en revanche, la logique s'inverse, c'est du risque de pointe. Et donc, on peut prendre l'exemple de la crue de la Seine. En crue de la Seine, donc c'est par exemple 80% de la sinistralité pour les pros si tout se passait mal et qu'effectivement on avait une grosse crue de la Seine. Donc ces quelques chiffres très hétérogènes quand même permettent déjà de distinguer le pro du part pour le régime. D'ailleurs, si on fait la distinction toujours pro-particulier, si je reviens sur la première édition de l'Observatoire de l'assurabilité, vous vous êtes concentré là spécifiquement sur les particuliers. Cet après-midi, on parle beaucoup d'entreprises. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas travaillé sur cet observatoire sur la partie entreprise ? Donc effectivement, alors c'est très pragmatique comme approche, c'est le premier observatoire, donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec France Assureurs, avec la MRN, et donc la première question qui s'est posée, c'est sur quoi il faut travailler en premier. Et bien, sur quoi il faut travailler en premier ? Eh bien, puisque je disais qu'en temps normal, sur des chiffres historiques, c'est pas sur le pro que l'on a une sinistralité récurrente. Ça veut dire qu'il faut déjà se concentrer sur la sinistralité des particuliers, parce que c'est sans doute là où on pourrait imaginer qu'il peut y avoir des pratiques de sélection massive. Donc, et puis ensuite, pourquoi on a regardé les propriétaires de maisons? Parce que dans la sinistralité des particuliers, il y a plus de 80%, plus que de 90% de la sinistralité des particuliers qui est liée aux propriétaires de maisons. Donc ça, c'est l'éclairage spontané qui a été fait entre nous pour se dire qu'est-ce qu'on va regarder en premier. Et après, il y avait une question très technique, c'est que en réalité, les données pro étaient beaucoup moins bonnes que les données des particuliers. Donc les données des particuliers, c'est des données finalement assez homogènes, qu'on sait bien géolocaliser. Les données des pros, telles qu'elles remontent en tout cas dans nos bases, c'est des coordonnées à l'adresse. Et les coordonnées à l'adresse, souvent, on va avoir des ZAC, des zones industrielles. Ça, quand il faut géocoder, on est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis, c'est aussi du multisite. Et souvent, on va avoir un seul site, et à part un acteur qui a fait vraiment de l'assurance, qui a fait un super travail là, pour effectivement splitter tous ces sites. En général, dans la base de données qu'on avait, c'était pas super bien codé. Donc, pour pouvoir faire le même travail... L'AMRAE sera enchanté de collaborer avec la CCR pour apporter plus de qualité dans vos données concernant les entreprises. D'accord, parce que qui apporte les données dont vous avez besoin? Ce sont les entreprises elles-mêmes? C'est toute une chaîne. Donc, effectivement, c'est les entreprises qui doivent ensuite les renseigner dans les bases de données des assureurs qui ensuite nous remontent. Voilà, donc un travail collaboratif à mener ensemble. Michel Josset, l'AMRAE, on en parle, on dit deux mots d'ailleurs sur ce qu'est l'AMRAE. Bien sûr, donc l'AMRAE, c'est l'association de référence des gens qui gèrent les risques et les assurances en entreprise ou en collectivité.
Voilà. Alors avec vous, ce que l'on avait envie de voir, c'est évidemment ce que sont les attentes des entreprises, mais on a évoqué depuis le début de cet après-midi, et notamment sur la grande séquence autour des entreprises, tous les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Si on additionne tous ces risques-là, est-ce qu'il y a un risque majeur pour les entreprises aujourd'hui ? Alors, on est sur un univers des risques qui est très bousculé depuis quelques années. Alors, quand on regarde les baromètres des risques qui sont faits par les grands assureurs ou par France Assureur, il y a depuis quelques années un tiercé gagnant, on va dire. Donc, c'est le cyber, le climat et puis la géopolitique. Alors, une année, c'est l'un qui gagne et l'année suivante, ça s'inverse. On voit un nouveau risque monter qu'on connaît bien également, le sujet des données, de l'IA, voilà, qui vient bouleverser la manière dont on travaille avec des problématiques de souveraineté. On voit d'ailleurs ce sujet monter dans l'inquiétude des COMEX. Alors si on fait un focus sur le risque climatique, qui est un peu la thématique de la journée, au-delà de mon rôle à l'AMRE, je m'occupe de manière très opérationnelle, j'ai un vrai métier, je m'occupe des assurances et des risques de l'équipementier automobile Forvia. Donc voilà, je peux partager un peu avec vous comment on voit se manifester les effets financiers, économiques de ce changement climatique. Alors on a, nous, une empreinte industrielle qui est mondiale, donc on observe finalement qu'il n'y a pas de zone qui soit préservée, et juste quelques exemples un peu marquants qui nous ont impactés il y a quelques années. Vous vous souviendrez de la vague de froid au Texas en 2022, voilà une bulle d'air glacée qui descend des pôles suite à un affaiblissement du vortex polaire. Le Texas à moins 30 degrés, les équipements, la production électrique s'effondre, et le gouverneur du Texas, qui exporte beaucoup d'électricité au Mexique, coupe le courant, et donc nos usines au Mexique à 5000 km de là sont arrêtées pendant 3 semaines. Donc il faut s'attendre en fait vis-à-vis de ces impacts du changement climatique à des espèces d'effets de billard à 5 bandes, comme ça, avec beaucoup de pertes d'exploitation, où sans avoir un impact direct sur nos installations, on est arrêté parce qu'une usine quelque part, en fait, à l'autre bout du monde, a été elle-même impactée par un événement climatique. Donc beaucoup de pertes d'exploitation induites, de perturbations de la chaîne de valeur, de la logistique et des chaînes de valeur. Un autre élément également, ça a été cité à plusieurs reprises, au-delà de ces événements catastrophiques qui marquent un peu les mémoires, on a des manifestations plus insidieuses de type chronique, comme par exemple les vagues de chaleur ou le stress hydrique. Alors qui sont d'autant plus embêtantes parce que pour le coup, elles ne sont pas du tout assurables en fait. Vous prenez une vague de chaleur, alors on l'a cité, un chantier s'arrête parce qu'on ne peut pas faire travailler les gens à 40 degrés sur une toiture, ou même au sein d'une usine. On a connu une de nos usines, on a connu des températures à 30-35 degrés et difficile de faire travailler les gens ne viennent pas, de l'absentéisme, de la productivité, de la perte de productivité et des pertes d'exploitation. Il n'y a pas de dommages, donc on ne peut pas activer en fait nos polices d'assurance dommages et pertes d'exploitation. Donc on est sur des sujets impactants aujourd'hui non assurés. Pareil sur le stress hydrique, vous n'avez plus d'eau, vos process ont besoin d'eau, le préfet, suite à une pénurie d'eau dans le département, décide d'affecter plutôt de donner la priorité à l'agriculture, aux particuliers. Vous êtes arrêté pendant 3 semaines, à nouveau pas de dommages et pas d'assurance. Donc finalement on a ce constat qui est un constat d'accroissement des risques et de recul de l'assurance. Alors, le sujet de l'inassurabilité a été évoqué à plusieurs reprises, on peut en dire un mot. Alors, c'est pas, je dirais que l'inassurabilité ne se manifeste pas selon un schéma blanc-noir, on est assuré le vendredi et plus le lundi, non, c'est pas ça. C'est, une plus grande difficulté d'accéder à l'assurance. Alors, comment ça se manifeste ? Au travers du contrat qui est renouvelé, évolue chaque année, ça peut être des franchises plus importantes, donc qui reste à la charge de l'entreprise. Ça peut être une tarification plus élevée. Vous êtes dans une zone exposée, l'assureur assez naturellement va augmenter ses tarifs. Et également un champ d'application des garanties restreint. On parlait des perturbations d'activité sur la chaîne de valeur. Auparavant, il était assez logique de bénéficier de garanties
de carence, voilà, de perte d'exploitation, si le problème survenait chez le fournisseur de votre fournisseur de votre fournisseur. Aujourd'hui, ces garanties ont été réduites et sont limitées la plupart du temps à votre fournisseur de premier rang et non pas au-delà. Donc c'était une manière pour l'assureur de se protéger, ce qu'on comprend, hein, mais voilà, de fait, la part non assurable augmente d'année en année sur ces sujets. C'est ça finalement la manifestation de l'inassurabilité. Alors, avant de faire réagir M. Esmin sur la vision de l'assureur, évidemment par rapport au sujet que vous évoquez, les risques émergents, mais également les risques qui aujourd'hui ne sont pas forcément très bien couverts, peut-être une réaction de Christelle Bust sur les sujets qu'évoquait à l'instant Michel Josset, je pense notamment aux questions des franchises ou des cotisations et sur les prix. Sur les franchises, moi je m'étais dit, effectivement, quand j'avais vu les éléments que vous alliez apporter, Michel. Il y a un sujet qu'on peut rappeler, ça vaut la peine, c'est que la loi Baudu elle a introduit en fait le fait que l'assureur pouvait proposer à l'assuré entreprise de réduire en fait la franchise à condition qu'il démontre qu'il ait mis en place des mesures de prévention. C'est pas des éléments qui nous remontent à travers les études que suit Nicolas. Mais en tout cas, elle existe et je m'étais dit que c'était l'occasion de rappeler l'évolution introduite par cette loi. Sur les prix, effectivement, quand vous m'aviez interrogé sur comment regarder en France, parce qu'effectivement la problématique à laquelle vous êtes confrontés, là pour le coup elle est mondiale. Mais en France, avec notre surprime finalement unique, effectivement il pouvait y avoir un sujet de qu'est-ce que ça veut dire suite à la hausse de la surprime en 1er janvier 2025. Et donc, ça vaut toujours la peine quand on échange là-dessus de se rappeler qu'elle était absolument nécessaire, cette évolution de la surprime, puisque pendant 25 ans... Michel Josset n'est pas convaincu, mais... Non, on comprend bien. On est tout à fait, favorable au système qui existe en France. Il permet, d'ailleurs, quand on compare finalement ce qu'on appelle le gap d'assurabilité, c'est-à-dire la part assurable par rapport aux autres pays, la France est en pointe, tout simplement grâce à ce système. Donc ça maintient la résilience de l'économie, donc c'est un bon point. Après, il faut savoir que, vu d'une entreprise, d'un directeur financier, si vous faites passer la surprime de 12 à 20%, ça se voit beaucoup sur le budget. C'est des sommes importantes qui ont pesé sur l'économie des entreprises et également sur leur compétitivité par rapport à aux pays voisins. Christelle Bust, donc elle était nécessaire. Donc nécessaire et en même temps, on a entendu, ça peut être un sujet pour un directeur financier, d'autant plus que effectivement on commence à échanger, notamment avec l'AMRE. Donc on a regardé en fait qu'est-ce que ça voulait dire par rapport aux valeurs assurées. On a fait l'exercice. Il se trouve quand même sur la période 2019-2025. Les valeurs assurées ont augmenté beaucoup plus que les prix que pouvaient pratiquer les assureurs sur le risque primaire, parce que le risque industriel, c'est un risque où il y a un marché de la concurrence très très actif. Et donc finalement, ce qu'on a calculé, c'est que malgré la hausse de la surprime, en taux sur les valeurs assurées, donc on est arrivé à 0,11 pour 1000 en moyenne, et je dis la moyenne, elle cache beaucoup de disparités. Et donc ça, c'est le taux qu'on avait en 2019. Donc voilà, donc, premier regard, c'est que en taux sur valeur assurée, finalement, on est sur quelque chose qui revient au niveau qu'on pratiquait en 2019. Je ne réponds pas, est-ce qu'en 2019 c'était trop cher ou pas assez cher, hein. Je dis juste qu'on est revenu à 2019. Après, on a regardé ce qui se passe à l'international. Et après, on sait bien qu'on n'a pas beaucoup de comparables à l'international. Donc, il y a l'Espagne, par exemple, et pour le coup, les taux, là aussi, sont fixes. Et c'est un système, en fait, d'assureurs publics. Donc, on est beaucoup moindre, mais ce n'est pas non plus exactement le même périmètre, parce qu'en Espagne, il y a les tempêtes. Et puis après, ce qu'on entend beaucoup de l'AMRE, c'est que, et c'est ce qui a été dit dans une des tables rondes précédentes, c'est que du point de vue des entreprises, il y a la perception qu'au-delà du risque, il y a un cumul
de taxes ou de prélèvements solidaires, hein, donc de prélèvements perçus comme obligatoires, que ce soit la TCA, Gariat, hein, donc les CatNat, potentiellement demain les émeutes. Et donc, si on regarde ce que ça veut dire en termes de chiffres, sur une prime de 100, au final, que va payer l'assuré industriel, eh bien, il y en a 38, jusqu'à 38 qui peuvent être perçus comme ces prélèvements divers et variés. Si je fais un pas de recul et que je regarde la partie assurance, donc je l'entends, on l'entend, et c'est un sujet sans doute, cette multiplication dont il faut qu'on se préoccupe. Si quand même on regarde la partie CatNat, pour être complètement juste, c'est 20% des 62 € et dont 12% vont à la prévention. Donc c'est 11 € pour la partie indemnitaire en catastrophe naturelle et 1,50 € pour la prévention. Donc sur les 100 €, on reste dans des ordres de grandeur cohérents. Mais une fois qu'on a dit ça, hein, les équilibres ils sont subtils, hein, sur le régime. Et donc, nous, on est persuadés que sans remettre en cause le dispositif, on a un enjeu de continuer à l'ajuster. J'imagine que vous allez nous interroger là-dessus. Je peux déjà dire qu'on se réjouit des mesures d'hier, là, où en fait, on nous dit vous pouvez réévaluer régulièrement la surprime, mais soyez attentifs aux équilibres pro et particuliers. Voilà, d'ailleurs, il y aura une question sur la surprime après, mais je voudrais que Paul Esmin réponde quand même aux interrogations évoquées par tout à l'heure par Michel, je sais. On peut peut-être commencer par les risques émergents, ils ont été évoqués. Quel rôle, jusqu'où vous pouvez aller en tant qu'assureur pour accompagner les entreprises par rapport à ces risques, justement, qui sont assez difficiles à modéliser? Je crois que si on regarde les choses de manière un peu historique, les assureurs ont de manière systématique épousé la montée des risques. C'est vraiment la leçon finalement des dernières décennies, des derniers siècles, et des risques qui nous paraissaient difficiles à assurer dans le temps. Je pense par exemple à l'incendie, qui étaient des enjeux d'assurance, sont devenus aujourd'hui des réponses presque de l'ordre de l'évidence, même si ensuite il y a une réponse industrielle qui parfois peut être complexe derrière. Les fondamentaux de l'assurance, en réalité, ils n'ont pas tellement changé. La nature des risques évolue au fil des temps, mais les fondamentaux restent fondamentalement exactement les mêmes. Il faut que les risques soient compréhensibles, qu'ils soient mesurables, qu'ils soient quantifiables, que l'exposition maximale puisse être déterminée, et ensuite ça doit répondre à un certain nombre de caractéristiques qui sont communes à l'ensemble des risques assurés. Il faut que ce soit des phénomènes aléatoires. Ça paraît l'évidence, hein, mais parfois j'observe que dans un certain nombre de discussions, ça ne l'est pas tant que ça. Par exemple, le recul du trait de côte, qui est malheureusement une certitude dans les décennies à venir, même si on n'est pas tout à fait capable d'en mesurer très très finement la vitesse, c'est pas par nature un risque assurable, parce que ce n'est pas aléatoire. Il faut que ça soit mutualisable, confère la difficulté qu'on a eue au moment du Covid avec les pertes d'exploitation sans dommage, parce que ça survenait partout, sur toutes les entreprises, partout en France et même en l'occurrence partout dans le monde. Et il faut ensuite qu'il y ait une demande, c'est-à-dire une adéquation entre le prix proposé et le besoin qui est ressenti par les assurés, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et c'était une des difficultés qu'on a eues là encore sur la pandémie. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu des réflexions sur la mise en place d'un partenariat public-privé et ça avait achoppé finalement sur la faisabilité, parce que le gouvernement de l'époque avait estimé, peut-être à raison, que les entreprises n'étaient pas en mesure, en tout cas à ce moment-là, de faire face à cette charge additionnelle. Donc il y a finalement toujours ces trois volets de la réponse, qui sont le caractère aléatoire, la mutualisation et le prix, qui doit se définir comme un point de rencontre entre l'offre et la demande. Ça paraît tout ça assez évident, mais c'est vrai que c'est souvent une gageure sur un certain nombre de risques nouveaux. On voit sur le cyber, sur l'IA. Alors, est-ce que ce sont des risques qui sont inassurables? À l'évidence, non. Mais la question n'est pas tant est-ce que c'est binaire, est-ce que c'est assurable ou pas assurable. La question, c'est la rapidité avec laquelle les assureurs arrivent à épouser finalement un certain nombre de transformations. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui, en termes de transformation, n'existaient pas ou n'existaient pas de la même manière hier.
Sur le risque cyber, il y a des enjeux qui ont trait au fait que le risque, on a une profondeur de données qui est finalement assez faible. Non pas qu'il n'existait pas de risque cyber il y a quelques années, mais il n'était pas tout à fait de la même nature. Donc finalement, si le risque évolue lui-même, les données qu'on a pu collecter, la base de données qu'on a pu collecter il y a 5 ou 10 ans, n'a pas la même valeur que si le risque reste plus homogène dans le temps. Donc il y a toutes ces questions, mais encore une fois, c'est pas une photo. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit aussi, et le travail que va faire CCR avec l'Observatoire de l'assurabilité. Et on salue le fait qu'il soit progressivement enrichi à de nouveaux périls et à de nouveaux types de risques, et demain notamment le risque entreprise. C'est pas figé, c'est pas une photo, c'est une vidéo, et c'est ça qu'il faut suivre dans le temps. Voilà, on retiendra cette notion de photo et vidéo, ça a été redit à plusieurs reprises. Michel Josset évoquait tout à l'heure un certain nombre de risques, perte d'exploitation, sans dommage, stress hydrique, canicule, qui sont liés pour le coup à la problématique du climat, et on a d'ailleurs une question qui arrive sur le même sujet. Ils sont aujourd'hui assez mal couverts. Est-ce que vous travaillez sur des solutions et sur des nouvelles solutions pour mieux couvrir, pour le coup, ces événements-là ? C'est l'enjeu absolument fondamental des années et des décennies à venir. Si on regarde de manière rétrospective, il y a eu une montée de ces risques qui a été absolument considérable. Juste quelques chiffres pour fixer les idées, les esprits. Dans les années 80, au moment où le régime des catastrophes naturelles a été mis en place, le coût moyen annuel des événements climatiques, c'était un peu supérieur à 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 5 milliards d'euros. 2025, c'était 5,2 milliards d'euros. Ça aurait semblé être une année absolument terrifiante il y a quelques décennies. Maintenant, c'est une année, somme toute, assez normale. Et si on regarde les choses de manière prospective, le tableau est encore plus noir. C'est-à-dire qu'on avait fait une étude France Assureur qu'on est en train de remettre à jour actuellement. Et je pense que les conséquences ne différeront pas beaucoup. On estimait que dans les 30 prochaines années, il y aurait un doublement du risque en montant par rapport à ce qu'on avait connu dans les 30 dernières années. Et si on regarde certains risques spécifiques comme la sécheresse, c'est même un triplement. Donc on voit quand même l'ampleur de l'enjeu. Qu'est-ce que peuvent faire les assureurs? Mais je pense que la table ronde précédente l'illustrait très bien. C'est jamais une réponse uniquement à la main des assureurs. C'est un travail conjoint qui doit rassembler toutes les parties prenantes. Il y a ce qui a trait, peut-être là plus spécifique à ce qui est fait au niveau des assureurs et en accompagnement, en réflexion avec l'État, avec CCR, sur tout ce qui est mécanique, on va dire, mécanique industrielle de l'assurance, c'est-à-dire la mise en place de partenariats publics-privés, le développement d'assurances paramétriques. Alors vous prenez l'exemple des grandes vagues de chaleur. Je regardais en préparant cette intervention que dans certains pays très soumis à des grandes vagues de chaleur, je crois que c'était en Inde ou au Pakistan, ils ont mis en place des assurances paramétriques pour indemniser justement les grandes vagues de chaleur lorsque les gens ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas d'expertise poussée, ça se fonde uniquement sur des données paramétriques et sur des évolutions de la température. Les assurances paramétriques, ça existe aussi évidemment plus près de chez nous. C'est notamment ce qui a été mis en place pour réussir à couvrir les prairies en assurance agricole. Donc il y a toute cette on va dire, ingénierie de l'assurance. Il y a aussi le pool de co-réassurance agricole là, qui en passe d'être mise en œuvre. Il y a aussi les travaux sur la couverture des émeutes. Donc il y a, au-delà des questions climatiques, il y a des possibilités d'apporter des réponses un peu innovantes en matière de couverture assurantielle. Mais c'est qu'une partie, et probablement une partie très faible de la réponse. La véritable réponse, elle passe nécessairement par l'adaptation du risque lui-même, et ça rejoint tout ce qui a été développé dans cette journée sur la prévention. On pourrait parler d'initiatives sécheresse qu'on met en place au sein d'un partenariat avec notamment CCR et la MRN pour essayer de tester des réponses innovantes sur la couverture de risque pour être capable d'y répondre de manière plus satisfaisante demain. Et c'est ça, enfin, la véritable réponse, honnêtement, elle passe plus par l'adaptation du risque, c'est une évidence, hein, que par les techniques assurantielles. Michel Josset.
Oui, là, je pense qu'on se saisit d'un très bon débat qui est effectivement l'assurabilité d'un certain nombre de pertes d'exploitation sans dommage. C'est des garanties qui existaient un petit peu dans les polices qui ont disparu suite au Covid, ce qu'on comprend parce que c'était un risque systémique. Mais là, pour répondre à vos remarques, je pense qu'on a vraiment exactement les critères d'assurabilité sur ces sujets de PE sans dommage liés aux vagues de chaleur, au stress hydrique. On a de l'aléa, ça n'arrive pas chaque année, c'est mesurable parce qu'aujourd'hui on a des éléments voilà, via le GIEC qui permettent d'anticiper et de calculer des probabilités de retour de ce type d'événement. On sait mesurer leur impact économique, puisque c'est un impact sur le chiffre d'affaires et la marge de l'entreprise. Et en plus, ce sont des événements qui sont qu'il est possible de prévenir par l'anticipation, par l'adaptation, justement. Donc on a vraiment tous les éléments, je dirais, de maîtrise des risques qui font de ces sujets un modèle assurable. Et le message qu'on a un peu qu'à l'Amray vis-à-vis de l'assurance, saisissez-vous de ce sujet. Et je pense que le fait que ce sujet devienne assurable, c'est également un élément d'incitativité pour les entreprises pour s'adapter, tout simplement, parce qu'il y a une contrepartie qui est importante, qui est l'assureur, qui va venir auditer, conseiller, etc. Donc ça peut être un élément de prise en compte de ces sujets via l'assurance, pas seulement sous la forme d'une couverture, mais également sous la forme de conseils, d'ingénierie, de manière à se prévenir. Alors, le temps file très très vite. On va faire 3 questions, une pour chacun. Michel, je sais, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué dans la table ronde précédente et on voulait l'évoquer avec vous, c'est la difficulté parfois à convaincre aussi les directions générales d'investir dans ces sujets de prévention. Et Alain Braillet, vous avez monté un groupe de travail sur ce sujet-là. Alors Sandrine Berthet m'a teasé, donc il va falloir que je sois à la hauteur. Donc effectivement, un point de blocage méthodologique vis-à-vis de notre sujet, c'est finalement comment convaincre un directeur d'usine, un directeur financier qu'il faut investir dans ce sujet de l'adaptation. Vous prenez une entreprise de grande taille, il y a 300 usines un peu partout dans le monde. 300 usines, chaque usine est exposée à 5-10 aléas. On voit tout de suite un volume de scénarios potentiels énorme et une vraie complexité technique parce que tous ces scénarios sont incertains, les impacts ne sont pas évidents à évaluer, donc il y a finalement un risque d'inertie tout simplement parce qu'on se trouve perdu devant la complexité du sujet. Et comme on le fait classiquement sur l'incendie, c'est évoqué, on a des méthodes d'analyse de risque en fait. C'est quoi l'analyse de risque? C'est connaître ses actifs, où est-ce qu'on est. Sur le sujet du climat, c'est savoir comment ils sont exposés. Là, il y a aujourd'hui des données d'exposition qui sont disponibles via les assureurs, les rassureurs, etc., ou via les services de l'État. C'est ensuite quantifier le scénario. Combien vaut une vague de chaleur? Combien vaut une inondation? Et la caractériser en quantification financière, combien ça coûte, mais également quel est son temps de retour. Parce qu'un événement qui arrive tous les 2 ans, même s'il est moins cher, il peut être plus finalement perturbant que quelque chose qui arrive une fois tous les 100 ans, mais qui est plus destructeur. Donc ça veut dire que via ce groupe de travail que l'AMRE a monté, l'idée c'est vraiment de quantifier l'impact financier du changement climatique de manière à hiérarchiser finalement tous ces scénarios potentiels et les objectiver. Et c'est à partir de ce travail en fait qu'on peut convaincre un directeur financier, parce que si on lui montre des tableaux avec du vert et du rouge, ça ne lui dira pas grand-chose. Si on apporte l'élément économique, combien ça peut vous coûter? Quel est le coût de l'adaptation? Là, une décision devient possible tout simplement parce qu'on compare un impact économique qui est quelque chose qui va effectivement solliciter son attention avec un coût qu'on peut étaler sur quelques années et on rentre dans une démarche de gestion des risques. Donc voilà, ce groupe de travail réunit des risk managers, des assureurs, des investisseurs également, parce qu'on a parlé des investisseurs. Ce monde-là est important parce qu'ils regardent avec beaucoup d'attention la manière dont les entreprises gèrent le risque climatique, parce qu'ils ont une peur de perte de valeur de leur portefeuille. Et donc l'idée, c'est de produire fin d'année ou en début d'année prochaine une méthode standardisée qui permette aux entreprises de mieux quantifier ce risque et d'enclencher des actions de sécurisation. Paul Hessemin, si on se projette à 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui distinguera une entreprise facilement assurable d'une entreprise qui peut-être ne l'est plus? Comme disait l'autre, la prévision, c'est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. 2035, c'est pas encore trop loin. Je pense qu'on peut dire sans grand risque qu'il y a un certain nombre de points communs entre les entreprises qui arriveront à répondre favorablement à ces enjeux. D'abord, le fait de
penser le risque dès l'étape de la stratégie. Ça paraît une évidence, ça paraît une banalité dit comme ça. En réalité, c'est pour un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs qui ne sont pas des très grands acteurs, c'est un véritable changement de mode de pensée. Mais on y vient progressivement. Et de toute façon, le risque, comme il est protéiforme, on voit bien que le point d'avancement sur les différents risques n'est pas au même degré de maturité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, à part pour des toutes petites structures, le fait de réfléchir sur des logiques, par exemple, de cybersécurité dans les projets informatiques, dès lors qu'on est sur des entreprises d'une certaine taille, ça devient une évidence. Alors, l'enjeu derrière, c'est, on en parlait tout à l'heure ce matin, j'étais dans une assemblée générale, on regardait la vitesse d'exécution d'un certain nombre de projets SI, on comparait par rapport à ce qu'on arrivait à faire il y a 20 ans, et il y avait des remarques qui étaient, oui, maintenant il faut mettre dans la boucle, très en amont, la conformité, les RSSI, etc. Donc forcément, il y a plus d'intervenants, c'est pas les mêmes projets informatiques pour des résultats parfois analogues. Alors on verra ce que produira l'IA en plus sur le gâteau dans tout ça, mais c'est, je pense, un prérequis, c'est-à-dire vraiment que ça soit sur l'aspect cyber, sur l'aspect choix d'implantation des sites par rapport au risque d'exposition de certaines zones aux phénomènes climatiques. Le fait de penser le risque très en amont sera forcément une étape gagnante, enfin en tout cas une condition clé du succès. Il y a un deuxième volet qui est d'investir dans l'innovation. Là, j'ai l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes par rapport à tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, et notamment dans la dernière table ronde. Et un troisième volet qui me vient assez naturellement à l'esprit, qui est l'évolution du rôle de l'assureur, c'est-à-dire ne plus voir l'assureur comme un instrument d'un transfert financier, mais comme un partenaire pour la transformation du risque lui-même. Je ne vais pas être long là-dessus, puisque je ne vais pas répéter ce que extrêmement bien présenté Franck Levallois dans la table ronde précédente. Mais pour moi, c'est vraiment le triptyque ou le tiercé gagnant. Voilà, penser le risque et innover et faire évoluer le métier de l'assureur. On va terminer avec Christelle Busque sur les améliorations à venir pour le régime. Et vous évoquiez tout à l'heure, et je vous ai juste coupé en disant on en parlera après, de la révision régulière de la surprime. Oui, donc je vais être rapide, mais donc il y a une dynamique quand même qui est à l'œuvre, puisqu'on en a parlé lors des précédentes tables rondes. La mise en place d'un commissionnement qui inclut la prévention et la présence sur les territoires. La mise en place, et c'est un accord qu'on a eu avec France Assureur, d'un taux bonifié pour prendre en compte en fait les bons résultats récurrents des quotes-parts des sociétés d'assurance entreprises au niveau du stop-loss. Et il faut aller plus loin. Donc, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement cette révision régulière de la surprime en prenant en compte, en prenant en compte en fait les distinctions entre particuliers et professionnels. Ça a bien été dit par les deux ministres. Donc, on s'en réjouit. De notre point de vue, il faut s'appuyer sur les fondamentaux du régime. C'est le partenariat public-privé. C'est le fait qu'on a un système solidaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut trop segmenter. Il faut être attentif à ça. Équitable. Et ça permet à 100%, vous l'avez dit, des entreprises en France d'être assurées, c'est remarquable en fait. Donc il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne bien. Et j'ai pas dit le troisième fondamental, c'est la responsabilité. Et vous me voyez venir. Ça veut dire que responsabilité, ça veut dire prévention et adaptation, c'est les maîtres mots. Et pour le coup, au niveau de l'entreprise, l'AMRAE est un levier que je trouve particulièrement efficace pour aider à ce que, avec les assureurs qui connaissent bien le terrain, on arrive à développer ces deux actes qui sont les indispensables à la viabilité du régime sur le long terme. Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.